Merci, je suis très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir la chance de vous présenter quelque chose qui me tient à cœur. J'étais à votre place l'année dernière, j'ai assisté au premier TEDx et ça m'avait beaucoup inspiré. Tout à l'heure, je partageais avec vous un point d'inspiration que j'ai eu l'année dernière. Avant d'entamer le thème d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire extraordinaire que m'a racontée ma grand-mère. C'est l'histoire d'un homme qui a laissé pour héritage à ses 3 enfants 17 chameaux, avec la consigne suivante. Le premier enfant devait prendre la moitié, le deuxième devait prendre le tiers et le troisième devait prendre le neuvième. Équation impossible à résoudre. 17 n'est divisible ni par 2, ni par 3, encore moins par 9. Les 3 enfants tournaient en rond, ils n'ont pas trouvé de solution et ils ont fini par, à l'époque, aujourd'hui on l'appelle du consulting, on l'appelle du coaching, ils ont demandé des conseils à la doyenne du village. Ils lui ont posé le problème, elle a réfléchi, elle a demandé du temps et quelques jours plus tard, il les a rappelés en s'excusant qu'elle n'a pas trouvé de solution. Par contre, elle peut les aider différemment et leur a dit, je vous offre un chameau. Un de mes chameaux, je vous l'offre. Il se retrouve à 18 chameaux. Il le divise par 2, ça fait 9. Le premier prend 9 chameaux. Il les divise par 3, ça fait 6. Le deuxième prend 6. Il les divise par 9, ça fait 2 chameaux. Le troisième prend 2 chameaux. 6 plus les 9 plus les 2, ça fait 17. Il leur restait un chameau, il le rend à la bonne femme. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que ils ont exploré les frontières du problème qui était posé, impossible à résoudre. Ce qu'a fait la doyenne du village, c'est qu'elle a exploré au-delà des frontières. Très souvent, la solution ne se trouve pas dans le problème, la solution se trouve en dehors du périmètre du problème. Souvent, le problème lui-même nous définit les limites de notre raisonnement. Et ce qui est extraordinaire dans la réflexion de cette bonne femme, c'est qu'elle a laissé le problème de côté et qu'elle est partie chercher la solution ailleurs. C'est un peu ce que dans ma tête, moi, j'ai toujours appelé, à partir de cette histoire-là, le 18e chameau. Très souvent, on ne cherche pas le 18e chameau qui est la solution. Alors, ce 18e chameau, ou cette capacité à aller au-delà des frontières, moi, personnellement, je la lis. Je ne suis pas du tout ni médecin, ni scientifique. Big Brother, s'il y a des choses pas très vraies, vous me le dites. Je ne suis pas du tout scientifique, mais je pense qu'il est très simple de comprendre le cerveau humain sur 3 parties. Dans le cerveau humain, il y a 3 parties. La première, qui est au centre, et quelque part, ces 3 parties représentent l'évolution de l'homme, de l'espèce en tout cas. Le premier cerveau, c'est le reptilien. C'est le même cerveau qu'on partage avec les reptiliens, et c'est un cerveau qui est en charge de la survie de l'individu. C'est un cerveau qui gère les réflexes, les automatismes, les organes automatiques vitaux, comme la respiration, le cœur, et c'est un cerveau qui a pour principale mission la survie de l'individu. Le deuxième cerveau, qu'on partage un peu avec les mammifères, c'est le cerveau limbique qui s'occupe des émotions. Et c'est un cerveau qui, en gros, il n'a pas le même rôle que celui du reptilien. Lui, il ne s'occupe pas si vous avez la main dans le feu ou si vous avez quelque chose qui vous pique. Ce n'est pas ça qu'il gère. Il gère les émotions qu'on a entre autres personnes de la même espèce. C'est un peu la vie en groupe. C'est l'amour, c'est des choses qui sont au-delà du besoin vital. Ce cerveau-là, parmi les choses fortes qu'il a, c'est la capacité, par exemple, de gérer une progéniture, de pouvoir s'occuper des enfants. C'est ce qui fait aussi que la race a une qualité meilleure et a un cerveau qui se développe qui est de meilleure qualité. Le troisième cerveau, et qui est unique à l'homme, c'est ce qu'on appelle le cortex et le néocortex. Et lui, contrairement aux autres, il a une fonction bien spéciale et unique à l'espèce humaine. C'est qu'il est capable de se projeter. Il est capable d'imaginer une autre réalité que celle des 2 autres cerveaux. Les 2 autres cerveaux ne peuvent pas imaginer autre chose que ce qui les entoure. Ils vivent par les stimuli, ils vivent par le toucher, par le regard, ce qu'on voit. La réalité que j'ai aujourd'hui, c'est celle-là. Je ne peux pas imaginer une autre réalité que celle que je vis si je ne fais pas appel à mon cortex et mon néocortex. Et donc cette capacité à se projeter et aller chercher le 18e chameau, c'est très très fort dans l'espèce humaine, c'est cette capacité à pouvoir inventer un meilleur environnement, trouver des solutions au-delà du problème qui est posé. Moi, personnellement, cette histoire moi je résume par le pouvoir de dire non, c'est quelque chose qui m'a un peu accompagné dans ma vie sur 3 étapes. La première, quand j'étais enfant, il y avait une histoire qui m'avait ému. La deuxième, une histoire qui m'avait choqué en tant qu'adolescent. La troisième me fascine aujourd'hui, depuis quelques années, aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est moi dans les 3 photos, je fais l'évolution d'espèce tout seul. Hein. C'est moi sur les 3 photos. Alors, la première histoire qui m'avait ému en tant qu'enfant, c'est l'histoire de, je ne sais pas si vous reconnaissez ce monsieur, c'est quelqu'un qui s'est mis face au monde il y a quelques siècles, qui s'est mis debout, il a dit au monde entier, vous avez tous tort, non seulement au monde, mais à l'histoire, à la réalité physique qui l'entoure, à l'interprétation des textes religieux de l'époque, à toutes les institutions, et il s'est levé, il s'appelle Galilée, il a dit la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde.
Et non seulement la Terre n'est pas plate, elle est ronde, mais ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, c'est le Soleil. Ça m'a toujours fasciné, cette capacité qu'un cerveau puisse renier tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il a tout ce que j'appellerais comme statu quo autour de lui, toute l'histoire qui est derrière, et de pouvoir imaginer autre chose alors qu'il n'a pas de preuves palpables, hein. Nous, ça paraît naturel, on voit des photos satellites, etc. Ça paraît quelque chose de complètement naturel. À l'époque, il n'avait que sa vision, que ses calculs, que sa intuition, que sa perception, et il a pu imaginer quelque chose de complètement différent et improuvable à l'époque, hein, jusqu'à ce qu'on puisse avoir des photos de l'espace, quelque chose qu'on ne peut pas prouver. C'est un peu l'histoire de la grand-mère de Sieta. C'est quelque part, d'ailleurs, ce qui m'a aimé dans l'histoire, c'est qu'il a payé de sa vie, hein. Il le savait en plus, hein, Galilée, dans sa vie, il savait qu'il allait payer très cher ça. Et le Vatican l'avait condamné pour. Il avait estimé qu'il était hérétique, il a été condamné, il en est mort. Pour la petite histoire, ça fait à peine quelques années, je crois moins de 10 ans, que le Vatican l'a réhabilité et a admis son erreur et a admis que c'était un cerveau de génie. Vous imaginez le nombre de siècles ça a pris à une institution aussi forte que le Vatican pour admettre qu'il avait raison, alors qu'on sait qu'il a raison depuis qu'il a dit pratiquement. Hein, depuis qu'il a dit, c'était établi. Et ce qui m'a ému, c'est cette force d'esprit, mais aussi le sacrifice qu'il a pu faire, c'est-à-dire payer de sa vie son idée et l'utilisation de son néocortex. La deuxième histoire qui m'avait plutôt choqué et qui est quelque part l'inverse, hein. Autant la première histoire, c'est une manière de montrer la capacité d'inventer et d'imaginer autre chose, au-delà des frontières de ce qui existe. La deuxième, c'est un travail qui était fait à l'inverse. C'est un monsieur dans les années 50, un Américain qui s'appelle Milgram. C'est un psychologue qui a fait une expérience qui porte le nom éponyme, hein, l'expérience de Milgram. Et l'expérience est assez simple. Il voulait, d'abord, son point de départ, c'est qu'il voulait savoir jusqu'à quel point l'être humain était capable de perdre le sens du discernement des valeurs de base qui sont le bien et le mal. Il s'est un peu inspiré du système nazi. Il a dit comment on peut endoctriner des millions de gens à faire des choses que fatalement on sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et on perd le sens des valeurs. Et qu'est-ce qu'il a fait comme... Ce que vous voyez ici, c'est un boîtier qu'il avait utilisé. Vous allez voir tout à l'heure à quoi ça sert. Il y a 30 boutons. Ça va de 5 volts à 450 volts. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Milgram? Il a créé une espèce de salle une salle simple où il n'y a pratiquement aucun accessoire. Il a juste mis une vitre au milieu de la salle. De l'autre côté, il a mis une personne qu'il appelle répondant, qui répond à des questions et qui est branchée à des câbles électriques, qui reçoit des décharges. En face, il a mis un intervieweur, une personne qui pose des questions et qui, quand les réponses sont fausses, appuie sur les boutons. Et à côté, il a mis un instructeur avec une blouse blanche. Cet instructeur n'avait pas le droit de dire autre chose que « Continuez l'expérience, s'il vous plaît ». Parce que vous allez voir, souvent, on lui posait les questions. Il ne répond qu'avec cette phrase « Poursuivez l'expérience, s'il vous plaît ». Alors, c'est quoi le principe de l'expérience? C'est que le répondant qui reçoit le décharge électrique, c'est un acteur. Il n'y a pas mort d'homme, personne ne souffre, mais il simule parfaitement la réception des décharges électriques. L'instructeur est un acteur aussi. Et il est recruté juste pour dire cette phrase-là avec une blouse blanche. Et le sujet qui est étudié, c'est la personne qui était derrière le boîtier qu'on a vu tout à l'heure, et qui, on lui a dit que vous êtes dans une expérience de gestion de la mémoire. Les gens en face, les répondants, ont appris les réponses par cœur. Quand la personne vous posez des questions, quand il répond faux, vous appuyez sur le bouton. Mais ça va crescendo de 5 volts à 450 volts. Il y a 30 boutons. Et on va crescendo jusqu'à arriver à 450 volts. 450 volts, bien entendu, c'est une décharge qui est fatale, qui est mortelle. Bien avant 450 volts, elle l'est. Alors, cette expérience était très souvent, pour les fans des séries, ce que vous voyez ici, c'est la Dharma Initiative de Lost, qui s'inspire beaucoup de cette expérience. Dans le cinéma, on s'est beaucoup inspiré de cette expérience parce que, quelque part, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette expérience, notamment le rapport de l'homme à l'autorité. Ici, la blouse blanche représente simplement l'autorité, rien de plus. Il n'y avait aucun élément coercitif, il n'y avait aucun autre mot qui était dit, en plus de poursuivre, s'il vous plaît, et d'avoir une blouse. Mais cette blouse blanche et cet univers dégagé du contrôle, dégagé de l'autorité. Et donc, quelque part, c'est quelque chose qui a été souvent reprise après Milgram. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Milgram? Avant de faire son expérience, il est parti à Stanford University, et il a demandé à tout le département en psychologie, tous les professeurs et les élèves de la dernière année, à votre avis, combien de gens vont arriver à 450 volts? La réponse était sans équivoque. De tout le département de psychologie de l'université la plus prestigieuse américaine, ils ont dit que 0% allait arriver à 150 volts. Personne ne va arriver à 150 volts. Je suis sûr que quelque part, vous partagez peut-être à quelques dizaines de près ces résultats, de volts, ces résultats. Et bien, le résultat est édifiant. C'est une expérience qui a été refaite plusieurs fois. Il y a 2 ans, elle a été refaite d'ailleurs par France 2 en tant qu'émission prime time. Et ça donne pratiquement le même résultat. 65% des gens arrivent à 450 volts. La décharge
fatale. C'est impressionnant. Et qu'est-ce que ça dit là? Ça dit que très souvent, on est confronté à des situations très simples. Il suffit d'avoir quelqu'un en blouse blanche et de se sentir dans un univers où on se dit les gens contrôlent ce qu'ils font pour faire des choses complètement immorales. Quelqu'un qui ne nous a fait aucun mal, on ne connaît pas. Les gens qui sont recrutés, c'est des gens dans la rue, c'est fait dans les normes statistiques et des études, c'est des gens qui sont complètement normaux, ils n'ont pas de... C'est comme vous et moi. Et ils se retrouvent, 65% d'entre eux, à administrer des décharges presque mortelles. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que les deux cerveaux, quelque part, ils ont annihilé la possibilité de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir qu'on remette en cause ce qui se passe là, juste par la présence des fois de l'autorité, juste par la présence de cette blouse blanche. Pire encore, sur les 35% qui ont arrêté un peu avant 450 volts, aucune personne n'est partie dénoncer ça aux vraies autorités, la police, et aucune personne n'a quitté en s'assurant de la santé de la personne qui était de l'autre côté de la vitre. C'est-à-dire même ceux qui ont eu le courage de s'arrêter. Pourquoi cette histoire m'avait choqué? Parce qu'on se dit qu'en tant qu'espèce humaine, ce n'est pas, même si on a cette capacité, ce n'est pas naturel d'utiliser. Très souvent, il faut qu'on soit vigilant à cette blouse blanche, vigilant à l'univers dans lequel on est, et des fois, il faut se poser la question, est-ce que ce qui se passe est normal? Est-ce qu'il faut se rebeller? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Est-ce qu'il faut exiger une autre réalité que celle qu'on a? La troisième histoire qui m'a aussi, disons, touché dans ma vie et qui me fascine depuis des années, je pense qu'il fascine pas mal de gens. Si on parle de part de marché, je crois qu'elle fascine au moins la moitié dans cette salle. J'ai vu plein d'iPhone, plein d'iPad. Ce n'est pas l'histoire de Steve Jobs, mais plutôt l'histoire de Apple. Apple est un extraordinaire exemple industriel sur une vision d'une entreprise pour rejeter un statu quo, pour demander, pour exiger une autre réalité que celle qui était imposée par le marché. Ça, c'est l'un des premiers ordinateurs qui a été lancé par Apple les années 80, le Macintosh. Ce qui est extraordinaire dans cette offre, ce n'est pas la qualité graphique de l'écran, ce n'est pas le design, parce qu'on avait à l'époque, c'est les premiers à avoir intégré le lecteur, c'est pas ça. La vraie innovation, elle est là, c'est la souris. Le premier produit de Apple intégrait déjà l'idée de base de Apple et de Steve Jobs, qui est de dire la technologie doit être au service de l'homme. Il faut qu'une technologie qui soit humanisée. Et donc, il a refusé de travailler sur le système DOS, pas pour les moins jeunes d'entre nous ici. Le DOS à l'époque, c'est le Disk Operating System. Il fallait écrire il fallait ces deux points, il fallait donner des instructions. Il fallait connaître le langage de l'ordinateur. Donc c'est nous qui sommes au service de l'ordinateur et pas l'inverse. Et Steve Jobs, ce qu'il voulait, c'est que, à l'époque, c'est que on le fasse avec le bout du doigt et on le fasse de manière intuitive. C'est exactement le même principe qui, 20 ans plus tard, donne naissance à l'iPad. C'est avec le doigt qu'on le fait, toujours la même idée. Et c'est pour vous montrer quelque part comment une entreprise s'est inscrite dans cette logique de refuser un statu quo au prix très fort, parce que quand on prend les parts de marché sur les 20 dernières années, le PC, il est là. Le PC fait pratiquement du 98% de parts de marché. Apple a payé très fort sa vision parce que pendant pratiquement 20 ans, il a travaillé sur moins de 5% de parts de marché. Et on connaît ce que ça a coûté à l'entreprise. Steve Jobs est parti, ça fait faire faillite, il est revenu, et ils ont gardé leur idée de base. Alors c'était plus facile de faire des PC plus beaux, des PC en couleur, des PC transparents, des PC rapides. Ils sont restés sur leur idée. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, c'est la première capitalisation boursière. Alors, ça peut aussi paraître de la post-rationalisation. C'est tellement évident quand ça réussit, quand l'iPhone réussit, quand l'iPad réussit, qu'on peut dire derrière c'est une idéologie industrielle. Mais je vais vous montrer la première publicité de Apple, qui a été lancée en 1984. C'est l'une des publicités qui ont marqué l'histoire de la publicité, et pourtant elle a été diffusée une seule fois dans le Super Bowl de 1984, et qui exprime clairement l'idée de Apple qu'on retrouve dans toutes ses produits, y compris iTunes, qui est une vraie révolution sur la musique. Et ce que vous allez voir ici, c'est que Apple a fait une pub, pas produit, mais presque une pub idéologique, qui prend un peu les codes de Big Brother, vous en parlez tout à l'heure, c'était l'année de la sortie de Big Brother d'ailleurs, et qui, quelque part, rejette le statu quo actuel, rejette le marché tel qu'il est, et propose autre chose, mais avec une approche extrêmement rebelle, extrêmement forte. Vidéo, s'il vous plaît. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of very contradictory thoughts. Our unification of the laws is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, one will,
one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Extraordinaire, hein, pour moi c'est une publicité quelque part visionnaire, mais surtout idéologique, hein. Ce qu'on a derrière, c'est une idéologie industrielle qui a pris 20 ans à être exécutée, et on voit maintenant les résultats. Mais c'est important, cette capacité, mais aussi cette résilience à résister et à refuser l'état existant et imaginer autre chose. Ce qui est intéressant de ces trois histoires-là, c'est que pour moi, elles partagent le même socle, avec des angles différents, mais elles parlent de la même chose. C'est le rejet du statu quo. C'est très important. Le statu quo, des fois, c'est le problème, c'est les 17 chameaux. Et quelque part, c'est essayer de trouver ce 18e chameau, essayer de trouver cette solution qui est en dehors du problème, et cette capacité que moi j'appelle le pouvoir. C'est l'une des rares choses que l'être humain a vis-à-vis d'autres espèces, c'est le pouvoir de dire non et d'imaginer autre chose de différent. Avant de vous laisser, je voudrais revenir un peu sur l'expérience que j'ai eue sur le TEDx ici l'année dernière, partager avec vous une des présentations qui m'avait inspiré l'année dernière, une présentation qui s'appelait « Je blogue donc je suis ». Les mots que vous voyez ici, c'est littéralement les mots qui ont été dits à la fin de cette présentation, hein, c'est mot par mot. Soyez authentiques, exprimez-vous en toute liberté, car c'est dans vos individualités et vos différences que se situe la vérité du Maroc d'aujourd'hui. Je trouve ces mots extraordinaires, et la présentation elle-même l'année dernière était très forte. Elle était donnée par quelqu'un que je respecte beaucoup, Hicham Khalibchi, très connu de la Tutoma, ou Hicham G. Et ce monsieur, le lendemain de la présentation, m'avait inspiré, m'avait donné envie de bloguer, de microbloguer, ou de m'exprimer de manière citoyenne. Pour moi, c'est l'expression citoyenne. On en a parlé souvent tout à l'heure. Et moi, j'avais choisi comme plateforme Twitter. Et ça m'a permis, en 2011, de vivre deux événements de manière totalement différente que si je n'avais pas rejoint cette communauté. Le premier, qui est pour moi l'un des plus grands noms, en tout cas de mon vivant que j'ai moi vécu, nom collectif, un rejet collectif qui était Sidi Bouzid, et qui était la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe. Et là, c'est pas un nom individuel, c'est une communauté qui s'est levée, qui a dit non. Et croyez-moi, l'autorité en face, c'était pas une blouse blanche, hein. C'est pas des gens qui disaient arrêtez s'il vous plaît, c'était autre chose, hein. On connaît tous l'histoire et les images. Et ces gens ont rejeté un système qui existait depuis des dizaines d'années, avec l'autorité qui est en face qui était loin d'être celle de Milgram, et ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Aussi au Maroc, on a eu notre nom à notre manière, le mouvement du 20 février, qui était aussi un mouvement citoyen extraordinaire, qui exprimait de manière collective, spontanée, une prise de position sur la réalité que vit le Maroc, et sur la réalité que les jeunes exprimaient, qui n'existait pas, mais qu'ils voulaient avoir. En choisissant cette plateforme aussi, ils avaient choisi comme disons, cadre l'anonymat. Très souvent, on trouve des gens anonymes sur Internet, sur Twitter, etc. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai décidé, après un an, d'arrêter cet anonymat. Alors, si la presse vous a plu ou ne vous a pas plu, vous me laissez vos remarques sur ça. Chute là. Alors, merci beaucoup, je suis ému. Et pour les gens qui ne connaissent pas sur Twitter, ils ne vont rien comprendre à ce qui se passe, mais on leur expliquera. Alors, si je dois vous laisser avec pour moi deux idées, ou une idée qui est de ma présentation, c'est toujours chercher où se trouve la blouse blanche. Pour moi, c'est là où il y a un problème. C'est quelque chose qui vous empêchera de voir une autre réalité, et toujours chercher votre 18e chameau. Je pense que si vous restez avec ces deux idées, j'aurai réussi mes 18 minutes. Merci.